Les différents territoriaux, ce qui a maintenu l'Europe en guerre pendant littéralement des siècles, enfin parmi d'autres choses. On pense toujours que les différents territoriaux concernent des pays distincts, mais ce n'est pas toujours vrai. À l'intérieur d'un même pays, il arrive aussi que deux de ces régions se disputent des terres. C'est particulièrement vrai si le pays n'est pas un État unitaire et possède un système de fédéralisme ou de régionalisme où l'autonomie locale est plus importante. Les États-Unis en sont un excellent exemple. Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux différends territoriaux entre ces États, en particulier ceux qui sont voisins. Et parfois, ces différends ont même dégénéré en guerres interétatiques, une sorte de mini-guerre civile à l'intérieur des États-Unis. Je veux vous en présenter 5 aujourd'hui pour mieux comprendre cela. Le différend de la bande de Toledo entre l'Ohio et le Michigan, qui s'est transformé en la guerre de Toledo de 1835. La guerre du miel de 1839 entre le Missouri et l'Iowa. Le différend de la rivière Rouge entre le Texas et l'Oklahoma en 1931. Le différend sur l'île d'Ellis entre le New Jersey et New York, qui a duré jusqu'en 1998, et le différend frontalier entre le Texas et le Nouveau-Mexique à partir de 1848, qui a considérablement réduit la taille du Texas et créé la forme spécifique et emblématique de la Panhandle qu'il a aujourd'hui. D'accord. Commençons par la plus emblématique, à mon avis, la guerre de Toledo. J'ai vu des gens plaisanter en ligne lorsque je faisais des recherches à ce sujet, disant que cette guerre portait plutôt sur qui devait garder Toledo parce que personne n'en voudrait. Je ne pense pas que ce soit vrai. Au début du 19e siècle, les cartes de la région des Grands Lacs étaient un vrai désordre. Le gouvernement fédéral avait décrété que la frontière entre les États du Sud et les territoires du Nord serait une ligne droite partant vers l'Est depuis la pointe sud du lac Michigan. Le problème, c'est que personne ne savait vraiment où se trouvait cette pointe. Les premières cartes indiquaient qu'elle était bien plus au nord que son emplacement final. Et l'Ohio s'est rendu compte que si la ligne était tracée correctement, il perdrait l'embouchure de la rivière Maumee et la ville de Tolède. Comme Tolède devait être le point final de leur nouveau système de canaux, l'Ohio a simplement décidé d'ignorer les cartes fédérales et de tracer sa propre ligne plus au nord. Au fait, Tolède, la ville, porte le nom de Tolède en Espagne. Lorsque le Michigan a commencé sa campagne pour devenir un État en 1835, ils ont insisté pour suivre la ligne des cartes originales tracées par le gouvernement fédéral. Ce chevauchement de 750 km² est devenu connu sous le nom de bande de Tolède. Le gouverneur du Michigan, un jeune homme de 23 ans nommé Stevens T. Mason, n'était pas intéressé par un compromis. Il a donc envoyé une milice dans la bande et a adopté une loi qui faisait de toute personne agissant en tant que fonctionnaire de l'Ohio dans ce territoire un criminel. Le gouverneur de l'Ohio, Robert Lucas, a réagi en envoyant sa propre milice. Pendant environ 1 an, il y a eu une impasse. Il n'y a pas eu beaucoup de combats réels. Il y a eu un shérif du Michigan qui a été poignardé avec un canif alors qu'il tentait d'arrêter un habitant de l'Ohio nommé Hugh Stickney. Si on en faisait un film, cela paraîtrait un scénario de série B. Il y a aussi eu un moment où la milice du Michigan a tiré des coups de feu au-dessus de la tête d'une équipe d'arpenteurs de l'Ohio, les chassant hors des bois. Cela a été appelé la bataille de Phillips Corners. Je pense que c'était plus une course pour fuir des tirs qu'une véritable bataille. La situation a finalement été gérée par le président Andrew Jackson et le Congrès. Ils étaient un peu dans l'embarras parce que l'Ohio avait beaucoup de grands électeurs et le Michigan n'en avait aucun. Ils ont dit au Michigan que s'ils voulaient redevenir un État, ils devaient abandonner Toledo. Pour rendre l'accord plus attrayant, ils ont offert au Michigan la péninsule supérieure. À l'époque, le Michigan pensait avoir eu la mauvaise part du marché, qualifiant la péninsule supérieure de région froide et sauvage, inutile. Mais une fois qu'ils ont découvert d'énormes gisements de cuivre et de fer là-bas, la perte de Toledo s'est avérée être en quelque sorte la meilleure affaire financière que l'État n'ait jamais conclue. Cela explique aussi l'une des frontières d'État les plus étranges des États-Unis, où un État possède une péninsule non seulement détachée de son territoire, mais rattachée à celui de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a le problème de la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique, probablement la plus vaste parcelle de terre jamais disputée par 2 États dans l'histoire des États-Unis. Après la fin de la guerre américano-mexicaine, en 1848, le Texas a affirmé que sa frontière occidentale suivait toute la longueur du Rio Grande. Sur une carte, cela signifierait que le Texas possédait environ la moitié de l'actuel Nouveau-Mexique, dont Santa Fe,
ainsi que des parties du Colorado et du Wyoming. Cela représentait plus de 100 000 miles carrés de territoire. Le Texas est déjà aujourd'hui le deuxième plus grand État, juste derrière l'Alaska. Mais s'ils avaient conservé ses frontières d'origine, ils seraient en première position. Il n'y aurait même pas de comparaison possible. Mais à l'époque, les habitants de Santa Fe n'étaient pas vraiment ravis de faire partie du Texas, et le gouvernement fédéral n'était pas non plus très sûr de cette idée une fois qu'ils ont rejoint l'Union. Il ne s'agissait pas seulement de terre ou du gouvernement fédéral voulant favoriser les habitants de Santa Fe. Il s'agissait de l'équilibre des pouvoirs à Washington. Le Texas rejoignait l'Union en tant qu'État esclavagiste, et les politiciens du Nord étaient désespérés de garder ce nouveau territoire de l'Ouest sans esclavage. Le Texas considérait avoir versé son sang pour cette terre lors de la guerre contre le Mexique et refusait que le gouvernement fédéral la lui prenne. En 1850, la situation devenait, vous savez, assez tendue. Le gouverneur du Texas, Hansborough Bell, commença à lever une milice pour marcher sur Santa Fe et la prendre par la force. Le président Millard Fillmore, qui, soit dit en passant, dont je n'avais jamais entendu parler avant d'écrire le script de cette vidéo, il était le 13e président. Il n'a pas hésité. Il a envoyé plus de troupes fédérales au Nouveau-Mexique et a dit que s'il franchissait cette ligne, il considérerait cela comme un acte d'agression et de guerre contre les États-Unis. Pendant un temps, il a semblé que la guerre de sécession aurait pu débuter 10 ans plus tôt dans le haut désert du Nouveau-Mexique à cause d'une seule ville. Eh bien, je suppose qu'il s'agissait de plus de terre, mais l'attention était centrée si vous créez du contenu, ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo. Vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Cela aurait pu entraîner l'expulsion du Texas du pays qu'il venait de rejoindre. Mais finalement, l'argent a réglé le problème. Le gouvernement fédéral a offert au Texas 10 millions de dollars, ce qui représentait une somme énorme à l'époque, pour qu'il abandonne sa revendication. Pour vous donner une idée, cela équivaudrait à environ 400 millions en 2020. Il est difficile de calculer l'inflation sur une période aussi longue, mais c'est à peu près cela. Le Texas, très endetté depuis son époque de république indépendante, a donc accepté l'accord. Ils ont reculé leurs frontières jusqu'au 103e méridien, ce qui a créé la forme en appendice que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce n'était pas le seul différend territorial du Texas. Un autre important a eu lieu au nord, contre l'Oklahoma, dans le comté de Greer. Ce différend est un exemple classique de ce qui se passe lorsqu'une carte ne correspond pas à la réalité du terrain. C'est ce qui s'est produit au Moyen-Orient et en Afrique, où Britanniques et Français ont tracé des lignes droites. En 1819, un traité entre les États-Unis et l'Espagne a fixé la frontière entre ces territoires à la rivière Rouge. La carte qu'ils ont utilisée montrait la rivière comme un seul cours d'eau, mais lorsque les gens ont réellement commencé à s'y installer et à arpenter la région, ils se sont rendus compte que la rivière se divisait en réalité en deux grands bras, le bras nord et le bras sud. Le Texas a affirmé que le bras nord était la véritable frontière parce que cela leur donnait un triangle de 1,5 million d'acres de terre, appelé le comté de Greer entre les deux. Ils ne se sont pas contentés de le revendiquer. Ils s'y sont installés, construisant un palais de justice.
des bureaux de poste et envoyant des représentants à la législature du Texas. Pendant des décennies, si vous viviez dans le comté de Greer, vous étiez un Texan. Vous payiez des impôts au Texas. C'est étrange à dire, des impôts texans, et vous suiviez les lois du Texas. Lorsque l'Espagne a perdu ses terres et que le territoire est aussi devenu une partie des États-Unis, le problème est apparu. Le gouvernement fédéral a finalement contesté la décision unilatérale du Texas, faisant valoir que la branche sud était le véritable fleuve rouge, décrit dans le traité, parce qu'elle était plus large et transportait plus d'eau. Et donc, le territoire devrait plutôt appartenir au territoire de l'Oklahoma. Je ne comprends pas bien pourquoi le gouvernement fédéral voulait retirer cette terre au Texas. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'il devienne trop puissant. Ou peut-être qu'il s'agissait simplement d'un réel besoin de respecter le traité selon ce qu'il pensait être juste. Le conflit a duré des années jusqu'à ce qu'il arrive devant la Cour suprême en 1896. L'enjeu était de taille. Si le Texas perdait, des milliers de personnes vivraient soudainement dans un autre État. La Cour a finalement donné raison au gouvernement fédéral, statuant que le bras sud était la frontière prévue. Cela signifiait que le comté de Greer ne faisait pas partie du Texas, il appartenait à l'Oklahoma. C'est l'une des rares fois où un État a perdu un comté entièrement fonctionnel et peuplé. Pourtant, la transition s'est déroulée étonnamment calmement. Les responsables locaux ont simplement échangé leurs insignes du Texas contre ceux de l'Oklahoma, et les habitants ont continué à vivre et à cultiver là-bas. Aujourd'hui, cette région forme le sud-ouest de l'Oklahoma. Plus à l'est, un important différend oppose le New Jersey et New York. La plupart des gens associent Ellis Island à New York, mais si vous regardez une carte, l'île se trouve beaucoup plus près du New Jersey. Ce différend remonte à un accord de 1834 où New York a reçu l'île et le New Jersey a reçu l'eau autour de celle-ci ainsi que le terrain sous cette eau. À l'époque, Ellis Island n'était qu'un minuscule bout de terre boueuse de 3 acres, en gros. L'eau était sans doute plus précieuse. Les problèmes ont débuté quand le gouvernement fédéral a commencé à construire l'immense centre d'immigration autrefois présente sur l'île. Pour agrandir l'île et accueillir tous les bâtiments et hôpitaux, ils ont utilisé la terre et les roches des tunnels du métro de New York, ce qui est assez intéressant. Quand ils ont eu terminé, l'île était passée de 3 acres à plus de 27. Le New Jersey a réalisé que, si New York possédait les 3 acres d'origine, les 24 autres avaient été construits sur des terres submergées appartenant au New Jersey. Pendant des années, New York a ignoré ce fait. Ils ont collecté toutes les taxes sur les ventes des boutiques de souvenirs et revendiqué l'île entière, mais le New Jersey s'est finalement lassé et a porté plainte dans les années 1990. La Cour suprême a pris l'affaire en 1998 et est parvenue à une conclusion très précise. Elle a statué que l'accord de 1834 ne couvrait que l'île telle qu'elle existait à l'époque. Ainsi, alors que les 3,3 acres d'origine appartenaient à New York, toutes les terres artificielles ajoutées par la suite appartenaient au New Jersey, même si la terre elle-même venait de New York. En fait, petite parenthèse intéressante, régler ces différends interétatiques spécifiques est l'une des missions très précises confiées à la Cour suprême par la Constitution américaine, car aucun autre tribunal n'est en mesure de le faire. Aujourd'hui, l'île est divisée. Le bâtiment principal du musée est surtout à New York, mais les anciens bâtiments de l'hôpital et une grande partie du terrain sont dans le New Jersey. En traversant l'île à pied, vous franchissez plusieurs fois les frontières entre États. Ce n'est pas seulement un différend intéressant entre États, mais aussi l'un des cas de frontières internes les plus étranges du pays. Et enfin, nous avons la guerre du miel qui a eu lieu entre le Missouri et l'Iowa. C'était un conflit frontalier sur une bande de terre de 9 miles de large qui a presque dégénéré en guerre à cause de quelques ruches. Parfois j'utilise les miles dans cette vidéo car toutes mes infos sont en miles. J'aurais peut-être dû convertir en kilomètres, car seuls les États-Unis utilisent les miles. Mais ici il s'agit justement des États-Unis. Bref, en 1816, un arpenteur nommé John Sullivan était censé tracer la ligne entre le Missouri et ce qui deviendrait plus tard l'Iowa. Il travaillait dans de très mauvaises conditions météorologiques, et donc sa boussole était déréglée. Sa ligne dérivait de plus en plus vers le nord à mesure qu'il avançait vers l'ouest. À l'admission du Missouri, la frontière a suivi la ligne tordue de Sullivan. Des années plus tard, une étude a révélé que la ligne devait être bien plus au sud, créant une zone contestée entre le Missouri et le territoire de l'Iowa. La tension a explosé en 1839 lorsque le Missouri a tenté de percevoir des impôts auprès des habitants de cette bande. Les habitants, se considérant iowiens, ont refusé de payer. Un percepteur d'impôts du Missouri, frustré de ne pas pouvoir obtenir d'argent,
auraient abattu des arbres creux remplis de miel pour récupérer la valeur des impôts. Le vol du miel est devenu l'étincelle de la guerre du miel. Le gouverneur de l'Iowa a mobilisé sa milice, suivi par celui du Missouri. Les deux armées ont avancé vers la frontière sans être vraiment professionnels. Les Iowiens étaient principalement des fermiers munis de fourches et couteaux de cuisine. On plaisantait même que les Missouriens devaient partager un uniforme entre plusieurs hommes, faute d'équipement. Quand les soldats sont arrivés à la frontière, ils se sont rendus compte que toute cette histoire était tout simplement ridicule. Ils passaient plus de temps à boire et à chanter des chansons, disant à quel point ils détestaient leurs gouverneurs respectifs, qu'à se battre les uns contre les autres. Un bon exemple du fait que la plupart des guerres n'opposent en réalité que les classes dirigeantes, tandis que les gens des deux côtés veulent simplement s'entendre et vivre en paix. La Cour suprême a tranché la question en 1849. Ils ont décidé que, puisque tout le monde utilisait l'ancienne ligne tordue de Sullivan depuis si longtemps, il valait mieux la laisser comme frontière officielle. Ils ont fait placer des bornes en fer pour éviter les disputes sur les arbres à miel. À ce jour, la frontière nord du Missouri a toujours cette légère inclinaison accidentelle à cause de la boussole défectueuse de Sullivan. C'est assez intéressant de voir comment des régions, ou dans ce cas, des États à l'intérieur d'un même pays, peuvent avoir des différences entre eux. Il y a d'autres cas, comme celui du Maine et du New Hampshire, portés devant les tribunaux au sujet du terrain d'un chantier naval afin de percevoir plus d'impôts, ou l'Ohio et le Kentucky, qui se disputent la propriété d'un pont et la responsabilité de ses réparations. Ici, chacun essaie de refiler la facture à l'autre en niant en être propriétaire. Le système fédéral américain favorise ce type de situation grâce à l'autonomie locale, mais il existe sûrement d'autres exemples ailleurs. Si vous en connaissez, indiquez-les en commentaire. J'aimerais aussi en apprendre davantage à leur sujet.